Merci pour la parole. Pétition en vue de la déchéance de l'honorable Lungwana Matumona Jacques, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Nous, députés nationaux, élus légitimes du peuple, décidons à ce jour d'initier en toute responsabilité et pleine conscience une pétition en vue d'obtenir la déchéance de l'honorable Lungwana Matumona Jacques, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, et c'est conformément aux dispositions de l'article 25, 30, 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sur pied des dispositions réglementaires pré-rappelées, cette pétition est totalement recevable et amplement fondée. 1. De la recevabilité. Au terme de l'article 31, alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la pétition pour la déchéance des membres du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. À l'espèce, la présente pétition contre l'honorable Lungwana Matumona Jacques, rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, a réuni plus de 247 voix. Donc, pétitionnaire. En conséquence, elle est amplement recevable au regard des conditions fixées à l'article P rappelé. Étant donné que le nombre de signataires dépasse les seuils de 1/10 prévu par les règlements intérieurs, aussi la présente pétition a-t-elle les mérites de réunir plus de 250 signatures, soit au-delà de la majorité absolue, ce qui équivaut à un désaveu total et absolu du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Du fonctionnement, du fondement, l'article. Merci. Du fondement, l'article 25 alinéa 2 dispose de ce qui suit. Toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celle-ci suivant une procédure contradictoire. À l'effet de justifier la rationalité de notre démarche, les griefs retenus en charge de l'honorable Lungwana Matumona Jacques, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, se cristallise autour des points ci-après. Dit de fonctionnement de l'exploitation et de suivi des vacances parlementaires. Suivez un instant. Au terme de l'article 38, alinéa 2. Un instant, collègue, un instant. Du règlement intérieur. Collègue, un instant. Calmez-vous, collègue, lisez calmement. Non, mais moi je lis. Ok. Au terme de l'article 38, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les rapporteurs adjoints assurent l'exploitation et le suivi des rapports des vacances parlementaires. Depuis son élection au bureau de l'Assemblée nationale, comme rapporteur adjoint, l'honorable Lungwana Matumona Jacques n'a jamais présenté à la plénière une seule synthèse
Nous assurer le suivi des rapports de vacances parlementaires produits par les députés nationaux. Ce qui constitue une faute grave qui frise son incompétence. De tout ce qui procède, et pour toutes les raisons développées si haut, nous, députés nationaux, signataires de la présente pétition, sollicitons l'adhésion totale de toute la plénière à notre initiative démocratique et salvatrice en vue de la déchéance de l'honorable Louana Matumona Jacques, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, durant cette plénière convoquée à ce jour. J'ai dit. Merci, collègues. La parole revient au représentant de la pétition contre l'honorable Kester. C'est de bonne guerre, on est en politique, ça participe à la déstabilisation psychologique, je crois. Mais j'estime que c'est quand même de grandes personnalités qui sont habituées à ce genre d'attaques psychologiques. Elle pourra, sans être ébranlée, pouvoir bien se défendre. Nous allons donc laisser la possibilité de suivre une défense qui va alléguer la présidente de l'Assemblée nationale. Collègues, s'il vous plaît. Honorable Présidente, vous avez la parole. Merci. Merci. Honorable doyen d'âge, laissez-moi poursuivre. Honorable doyen d'âge et président. Voilà, laissez-moi poursuivre aussi. Honorable doyen d'âge et président, merci pour votre élégance de m'avoir appelé encore honorable président. Honorables députés nationaux, chers collègues élus légitimes de notre peuple, c'est avec un grand soulagement que j'ai reçu l'invitation m'adresser afin de clarifier enfin aux différentes allégations perçues d'abord sur les réseaux sociaux avant de nous être parvenues et relatives à la gestion du bureau dont moi-même à la tête de notre institution. En effet, les collègues auteurs de la pétition évoquent les faits suivants qu'ils estiment allant à l'encontre des dispositions légales et réglementaires, résumés comme suit, chers collègues. 1. Mauvaise gestion financière. 2. Des violations répétées de la Constitution, des lois du pays et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, j'aimerais remercier l'auguste Assemblée de nous donner la possibilité de nous adresser aujourd'hui à eux, mais au travers d'eux à l'ensemble de la nation congolaise, par rapport à ces accusations qui sont portées contre nous. Mais avant ça, j'aimerais avoir une pensée émue à l'égard de notre collègue, le questeur adjoint Union, qui effectivement, comme l'a dit le rapporteur du bureau, qui effectivement a connu un accident cardiovasculaire hier tard dans la nuit. Pour revenir à notre sujet,
et je n'aimerais pas me rire de la maladie d'autrui qui peut nous arriver aussi. Pour revenir à notre sujet, en ce qui concerne la recevabilité, la pétition en question ne mentionne pas le nombre exact de ceux qui l'ont signée. Tantôt le texte ne dit rien, tantôt il parle de plus de 250 pétitionnaires, mais en voyant les signatures, nous notons que le dernier numéro est 251, sans compter les noms biffés ou raturés. Mais là n'est pas le problème, car il ne me semble pas dans ma nature d'échapper à toute piste d'explication et de clarification. Et il n'est pas non plus dans nos convictions de ne pas respecter les règlements intérieurs en ce qui concerne la volonté d'information des collègues. Ceci reste une bonne chose. En ce qui concerne l'allégation de la mauvaise gestion financière, celle-ci serait bâtie aussi bien sur l'allégation de la suppression d'un contreseing pour les opérations bancaires ainsi que sur l'absence d'un règlement financier à l'Assemblée nationale. S'agissant de la suppression du contreseing, cela est erroné parce que autant ma signature que celle des deux honorables questeurs, le questeur titulaire et le questeur adjoint, sont enregistrés dans les banques dans lesquelles notre institution a des comptes. Ces deux honorables signent les opérations bancaires et ce, depuis 2019 à nos jours, comme l'attestent certains documents que nous pourrons mettre à votre disposition. Je donne un exemple. Juin 2020, co-signature du questeur et du questeur adjoint. 31 octobre 2020, co-signature. 23 juin, co-signature. Sinon, comment expliquer, lorsque je suis absente, comment est-ce que l'Assemblée nationale va fonctionner s'il n'y a qu'une seule signature? Ces documents existent et montrent clairement que les mouvements bancaires pour la paye ou les retraits de fonds pour alimenter la caisse de l'Assemblée nationale sont autorisés par les responsables financiers de notre bureau et non exclusivement moi. En ce qui concerne les opérations de caisse pour le compte de fonctionnement de l'Assemblée nationale, elles sont toutes soumises à notre double signature. L'étiquette interne de l'Assemblée nationale montre avec détail que lorsqu'ils sont transférés via les services financiers auprès de la questeur présigne Alfani Machosi, questeur, et les envoie au président de l'Assemblée nationale. Et donc, ces documents internes conjoints de traitement financier des différentes demandes à l'intérieur de l'Assemblée nationale prouve à suffisance qu'il n'y a pas une signature exclusive. Il peut peut-être y avoir parfois sur certains documents internes une erreur matérielle ou un manque de signature, mais je ne pense pas que c'est la réalité. Bref, il est évident que nous n'avons pas l'exclusivité des opérations financières. Ce serait bloquer le fonctionnement de toute une assemblée et je rappelle que le 7 juillet, devant cette même plénière, un comité indépendant, tel que l'exige notre loi, avait évalué la gestion pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, oui, pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale, en vertu des articles 139 et 140, un comité ad hoc composé de différents députés représentant les différentes sensibilités politiques avait investigué, audité la gestion de ce bureau. Et ce rapport a été présenté et adopté le 7 juillet en plénière par vous tous ici présents. Il eût été utile
à ce moment-là, in tempore non suspecto, de nous rappeler ces questions que vous avez posées. Toutefois, il faut savoir aussi qu'en vertu des articles 33 et 39, le président de l'Assemblée nationale exerce un rôle d'ordonnateur général, lui donnant un champ d'action et de supervision de l'ordonnateur délégué qui elle-même assure celle de ses services. À propos de l'absence ou de l'inexistence d'un règlement financier, là également, il s'agit d'une inexactitude. Il est possible que les collègues qui aient fait allusion à cette absence ne soient peut-être pas au courant de l'existence d'un règlement financier. Y a-t-il un règlement financier à l'Assemblée nationale? Quand nous sommes arrivés, avons-nous trouvé un règlement financier? Oui, il existe un règlement financier qui est d'application au sein de notre institution depuis la première législature de la Troisième République. Ce texte date de 2010. Nous l'avons trouvé laissé par nos prédécesseurs, alors que nous avons tous voté ce règlement intérieur dans les législatures passées. Ayant fait le constat, ayant été moi-même, à la suite de certains députés qui sont venus ici, ayant été moi-même surprise et ayant fait rapport au bureau de l'existence d'un règlement financier datant de 2010, nous avions pris l'initiative de réexaminer ce règlement financier compte tenu de ce constat de désuétude et nous avions sollicité une firme extérieure, un bureau recruté de façon tout à fait indépendante, KPMG, pour donner ses avis sur ce texte qui avait déjà été utilisé précédemment par mes prédécesseurs. Et il est ressorti de l'expertise de cette fiduciaire que ce règlement financier n'était plus adapté et qu'il nécessitait plusieurs améliorations. C'est ainsi que votre bureau avait sollicité des propositions d'amendement de ce règlement financier en travail et en synergie avec les services financiers de l'Assemblée nationale pour obtenir des amendements. Compte tenu du fait que l'Assemblée nationale a sous sa tutelle une structure technique de longue expérience dans l'examen de ce type de règlement, les services de la Cour des comptes ont été également sollicités et les documents existent pour revoir le travail de nos services et de la dite fiduciaire. Cette façon de procéder avait l'avantage également d'intégrer les spécificités et les nouvelles modalités liées à la gestion des finances publiques. Divers courriers en font foi. Chers collègues, je voudrais vous dire aussi que, en ce qui concerne, en règle générale, les questions liées à ces préoccupations d'ordre financier et certaines faiblesses ou failles de non mise à disposition de tel ou tel avantage, il vous a été fait régulièrement rapport des difficultés et arriérés financiers dont l'Assemblée nationale était l'objet du fait de retards élevés au niveau du gouvernement. Nous en avons même parlé publiquement lors d'interviews. Et donc ceci a un impact aussi parfois sur le traitement de certaines situations. Dans cet effort de clarté, lorsque nous avions trouvé que nous étions dans ces difficultés de non mise à disposition de la dotation de l'Assemblée nationale, nous avions associé non seulement l'ECOFIN, mais aussi le groupe C26 auquel appartient M. Maembo, pour aller voir de façon transparente auprès des services du gouvernement ce qu'il en était. Et nous les en remercions. En ce qui concerne le cas repris à l'article 25, alinéa 3 de notre règlement intérieur, pouvant entraîner donc la déchéance d'un membre du bureau, je relève ce qui suit. Les collègues pétitionnaires reprochent au bureau la non-inscription de certaines matières à l'ordre du jour sans préalable les soumettre à la conférence des présidents. Je prends à témoin les membres de la conférence des présidents. Avant l'inscription de toute matière à l'ordre du jour, celle-ci recueille l'assentiment de ses membres en général. De même,
En ce qui concerne l'accusation formulée contre ma personne relative au refus de participer à la cérémonie de prestation de 3 juges constitutionnels, je rappelle à votre attention que cette décision a été prise au cours de la conférence des présidents le 20 octobre 2020, sanctionnée par un communiqué. Concernant l'observation sur la non-inscription à l'ordre du jour de certains textes ou rapports, nul n'ignore, comme nous tous dans d'autres institutions, qu'à partir de mars 2009, des mesures drastiques liées au Covid-2019 ont perturbé le fonctionnement normal des institutions et le rythme de traitement de nos travaux. C'est une évidence qui s'est appliquée aussi bien à nous qu'au gouvernement et à d'autres institutions. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient du reste pris en son temps des formats réduits de plénière. Pour les initiatives, point 7, pour les initiatives législatives des honorables députés nationaux, je voudrais saluer le dynamisme de nos collègues pour l'abondance de leur production sur ce point, mais je pense aussi que nous avons évolué dans un contexte qui n'a pas toujours permis un fonctionnement normal de l'Assemblée nationale par des disruptions à répétition du contexte de sérénité de nos travaux. Je rappelle aussi que dans la séance du 19 novembre, relative à l'état des différentes initiatives législatives et parlementaires de nos députés, nous avions évoqué ces questions. On parle ici du contrôle parlementaire qualifié de non sérieux. La vérité est que le contrôle parlementaire s'effectue réellement, mais il ne faut pas limiter le contrôle parlementaire uniquement au débat en plénière. Il revêt aussi la forme d'audition en commission. Et je rappelle pour ça cette séance du 19 novembre où nous avions évoqué les différents rapports reçus des commissions de travail. Et ce sont ces commissions de travail qui auditionnent les membres du gouvernement, les directeurs généraux. Exemple, commission infrastructure sur les problèmes d'eau et d'électricité. Enfin, s'agissant de la remarque sur le retard de début des plénières de notre institution, je partage votre souci. Nous étions aujourd'hui là, mais parfois nous sommes obligés d'attendre que le quorum soit atteint. Et le bureau se tient régulièrement à disposition. Voilà. Je voudrais en tout cas rassurer les collègues que leurs préoccupations et remarques ont été interceptées et je m'en voudrais de ne pas profiter de cet exercice pour dissiper certaines zones d'ombre. Mais par ailleurs, et comme de coutume, nous sommes dans un contexte complexe où les matières techniques demandent un fonctionnement optimal de notre Assemblée et un fonctionnement optimal suppose des moyens réguliers mis à fin. Cela étant, je peux vous rassurer, chers collègues, parce que j'ai déjà pris suffisamment de temps, mais la clarté à vos critiques était nécessaire, je peux vous rassurer, chers collègues, en toute simplicité, qu'au-delà des incidents et accidents, péripéties de tous ordres qui ont entouré le contexte de travail dans notre institution, si nous n'avons été ou mal compris, ou si vous avez peut-être mal perçu telle ou telle chose, acte, initiative du bureau et de la présidente de l'Assemblée nationale, nous nous en excusons. Néanmoins, l'Assemblée nationale est une institution complexe avec ses 500 députés et ses 1000 employés que je remercie ici. Et cela étant dit, se basant sur les éléments purement techniques et non politiques, j'invite l'auguste Assemblée à rejeter cette pétition formulée à notre endroit.
Merci, honorable présidente.